Une table ronde autour de la justice sociale et la lutte contre la pauvreté, avec l'ambition d'un budget plus protecteur. Ce matin, on a vu qu'un budget, c'était des grandes trajectoires et des orientations et des objectifs politiques. Aujourd'hui, cet après-midi, on va essayer de rentrer dans le très concret, avec évidemment un angle orienté autour de la lutte contre la pauvreté, notamment dans cette table ronde. L'objectif ici, c'est vraiment de montrer comment le budget de l'État et de la sécurité sociale pourrait être réorienté pour mieux protéger les plus vulnérables et évidemment réduire les inégalités, puisque les inégalités se sont quand même creusées de façon dramatique durant les derniers mandats, puisqu'on a assisté à une progression, si ce n'est une explosion de la pauvreté qui a atteint des niveaux historiques. Je vais vous donner quelques chiffres, puisqu'en 2023, l'INSEE comptait en France métropolitaine 9,8 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire, un record depuis 30 ans, avec un taux de pauvreté qui s'élève désormais à 15,4%, son niveau le plus élevé depuis le début de la série en 1996. La pauvreté a connu une hausse spectaculaire pour l'année 2023, avec 650 000 personnes supplémentaires basculant sous le seuil de pauvreté, si on le fixe à 60% du revenu médian. Et cette pauvreté monétaire touche évidemment les plus fragiles, tels que les familles monoparentales, 34,3% des concernés, ou les chômeurs, 36,1%, et se traduit par une incapacité à couvrir les dépenses de la vie quotidienne pour 12,7% de la population en 2024. Et évidemment, il y a eu un rapport encore la semaine dernière qui disait que les personnes âgées, cette semaine, que les personnes âgées ne sont pas épargnées, puisque le taux de pauvreté des 65 ans et plus est en hausse constante, atteignant 11,4% en 2023 contre 11,1% en 2022. Et donc, il y a un lien, évidemment, entre faible revenu et exclusion, avec les personnes aux revenus modestes qui sont les plus à risque d'isolement. Mais en face de cette pauvreté galopante, on a aussi assisté à une concentration du capital, puisque la fortune des milliardaires a augmenté de 13 millions d'euros par jour depuis 2019. Sur la période 2003-2022, le revenu moyen des ménages aux très hauts revenus, c'est-à-dire supérieur à 463 000 euros par an, a progressé de 4,7% par an, soit une augmentation de 119%, alors que la hausse pour le reste des foyers de Français est plutôt de 2% par an, 46% au total. Et donc les revenus des foyers, de ces foyers sont majoritairement composés de revenus de capitaux immobiliers, contrairement au reste de la population, dont les revenus proviennent à 90% de traitements, salaires, pensions, etc. Et donc on a un écart qui s'est creusé, qui a été accentué par les politiques fiscales qui ne jouent plus leur rôle, ou en tout cas moins, redistributif, puisque les plus aisés contribuent proportionnellement bien moins que la majorité des citoyens, rendant l'impôt de moins en moins progressif et redistributif. Donc on est face à un immense déséquilibre qui, vous l'avez entendu ces dernières semaines dans les débats autour de la taxe Zuckman, qui choque de plus en plus nos concitoyens, et on a besoin de produire des nouveaux choix politiques et fiscaux. Nous pensons que c'est possible pour repenser la redistribution, et la trajectoire budgétaire qu'on a essayé de nous présenter comme une fatalité ne l'est pas. Et donc on a aujourd'hui besoin d'ouvrir le champ des possibles sur ces questions-là. On a autour de cette table à la fois des experts et un syndicaliste et une association ATD Quart Monde pour rendre très concret ces témoignages. Donc, on va commencer par, je vais commencer par les présenter rapidement, puis je les représenterai à chaque fois que je repasserai la parole. Mais Julien Blasco, donc chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Isabelle Dorès, vice-présidente d'ATD Quart Monde. Delphine Rouillot, magistrate à la Cour des comptes, mais aujourd'hui, elle intervient en tant que présidente du collectif Alerte. Et puis, évidemment, Denis Gravouille, membre du bureau confédéral de la CGT, en charge des questions emploi, retraite et chômage. On va peut-être commencer par l'expertise, avec une intervention de Julien Blasco, chercheur affilié au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Vous avez étudié les inégalités de revenus et la pauvreté dans les différentes dimensions en France et à l'international. Vos recherches portent en particulier sur l'impact des politiques socio-fiscales sur ces phénomènes, et vos projets portent sur l'impact redistributif des taxes à la consommation, ainsi que sur l'évolution des inégalités de revenus en France depuis 1970. Je vais vous laisser la parole. Je vous remercie pour cette introduction. Ça tombe assez bien parce qu'en fait,
Je comptais commencer cette intervention par le même chiffre. Donc c'est le taux de pauvreté en 2023 qui a été annoncé par l'INSEE récemment. Donc il y a quelques années de décalage par rapport à la situation présente. Mais effectivement, le constat, c'est que on a atteint aujourd'hui en France le plus haut taux de pauvreté depuis qu'il est mesuré par l'INSEE de cette manière-là, c'est-à-dire depuis presque 30 ans. On arrive effectivement à presque 10 millions de personnes pauvres en France métropolitaine. En fait, il y a plus de 10 millions si on compte les personnes dans les départements et territoires d'outre-mer et également les personnes qui vivent dans des communautés, dans les centres d'hébergement et dans la rue, personnes qui ne sont pas comptées dans les statistiques habituelles de l'INSEE, donc c'est important de l'avoir en tête. En fait, le chiffre est plutôt peut-être autour de 11 ou 12 millions. Et donc, je vais essayer d'introduire rapidement sur les sujets pauvreté et inégalité quelques éléments de constat et également ce que peuvent faire nos outils dans le système socio-fiscal pour répondre à ces problématiques. Et notamment se poser la question de a-t-on les moyens de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les inégalités. Et donc je pense qu'un premier élément qu'il faudrait rappeler, c'est qu'aujourd'hui on a un système socio-fiscal qui permet une redistribution, principalement par donc les prestations sociales et les impôts. Les prestations sociales, donc c'est les éléments les plus importants quand il s'agit de lutter contre la pauvreté d'un point de vue monétaire. Et donc il faudrait rappeler que sans les prestations de solidarité qui sont financées par l'impôt, donc je pense aux minima sociaux, aux allocations logement, aux prestations familiales, le taux de pauvreté, en fait, il serait moitié plus élevé. L'ordre de grandeur, on serait plutôt autour de 15 millions de personnes pauvres si on n'avait pas les prestations sociales, minima sociaux, allocations logement et allocations familiales. Donc c'est un système qui réduit quand même massivement la pauvreté et en particulier sur les populations les plus fragiles, vous l'avez rappelé, les familles monoparentales, les inactifs, personnes au chômage et les personnes handicapées également. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que ces prestations de solidarité, ça représente environ 90 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 3% du PIB. Donc c'est un effort qui est important, mais qui est, on va dire, soutenable par la taille de notre économie, et il permet d'avoir des effets massifs sur la situation des personnes qui sont concernées. Pourquoi ? En fait, c'est parce que ces prestations, elles sont très ciblées. Les minima sociaux sont sous condition de revenus, les allocations logement aussi. Et en fait, c'est ça qui explique qu'avec une part relativement faible du revenu qui est ponctionné sur l'économie nationale, on arrive vraiment à changer la situation des personnes les plus pauvres. Et en fait, ces prestations-là, elles représentent une part très importante du revenu des plus fragiles. Pour une partie de cette population, ça représente même la totalité de leurs revenus. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Un autre point aussi sur ces minima sociaux et ces prestations de solidarité, qu'il faut avoir en tête, c'est que les montants de ces prestations ont évolué globalement selon l'inflation sur les dernières années, mis à part quelques coups de pouce exceptionnels, par exemple sur le RSA pendant le plan pluriannuel contre la pauvreté dans le quinquennat de François Hollande. Et en dehors de ces coups de pouce exceptionnels, en fait, le niveau de vie des bénéficiaires de minima sociaux, il décroche par rapport au reste de la population, parce que les revenus des personnes, en fait, évoluent plus vite que l'inflation. Heureusement, parce que les niveaux de vie augmentent. Et quand on revalorise les prestations uniquement selon l'inflation, en fait, il y a un décrochage qui se fait sur le temps long, si bien qu'en fait, le coût des prestations de solidarité, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête quand on écoute certains débats, en fait, le coût de ces prestations-là de solidarité, il n'explose pas du tout. Au contraire, en part de la richesse, il est relativement stable. En tout cas, ce n'est pas à cause de revalorisation des montants que ce coût augmente, c'est plutôt parce que le nombre de bénéficiaires augmente. Donc ça, c'est un point important qu'il faut avoir en tête, je pense. Et donc, ça dessine pour moi deux enjeux principaux sur les prestations sociales. D'une part, c'est arriver à maintenir ce système en termes notamment de niveau de prestation pour éviter que les personnes bénéficiaires de minima sociaux ou des autres prestations de solidarité décrochent par rapport au reste de la population. Donc il y a une question de revalorisation de ces montants et de maintien du niveau de prestation.
Et le deuxième point, je pense qu'il faut avoir en tête également, c'est les trous dans la raquette par rapport à ces prestations, notamment par exemple sur les jeunes qui sont ni en emploi ni en études, qui avant 25 ans n'ont pas accès aux revenus de solidarité active. On peut penser à récemment les réformes qui ont été faites sur l'allocation aux adultes handicapés avec la déconjugalisation. Ça a permis d'avoir une prestation plus adaptée aux situations individuelles des personnes. Et on peut penser évidemment aux personnes les plus exclues, et notamment les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire et qui n'ont pas une situation administrative qui leur permet de bénéficier de ces prestations. Le deuxième point sur lequel je voudrais parler dans cette intervention, c'est sur les inégalités. Évidemment, on sait que les inégalités ont augmenté sur les années précédentes, donc c'est un constat d'échec, mais ça pointe aussi une direction dans laquelle on peut aller, parce que ça montre qu'en fait l'argent il existe quelque part. C'est-à-dire que depuis en fait la crise de 2008, le revenu des plus faibles a accusé un coût très important, et il vient tout juste de retrouver, pour les 10% les plus pauvres, de retrouver à peu près le niveau qu'il avait en 2008 en termes de niveau de vie. Et encore, c'est grâce au soutien du système socio-fiscal qui est monté en charge à ce moment-là. En revanche, les revenus des plus aisés, notamment grâce au revenu du patrimoine, il a effectivement accusé un coup après la crise économique de 2008, mais il a rebondi assez vite en fait. Et sur les années précédentes, alors que les revenus des plus faibles ont été mangés par l'inflation, les revenus du patrimoine et les revenus des plus aisés, eux, ont été assez dynamiques. Et au-delà des inégalités de revenus, qui sont importantes mais qui ne sont pas abyssales en France, hein, les inégalités de revenus, notamment grâce à des inégalités de salaire qui sont relativement contenues. En revanche, la situation sur les inégalités de patrimoine en France est beaucoup plus préoccupante. Elles sont quasiment au plus haut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et sans même parler des 1000 ou 2000 foyers les plus aisés, les milliardaires qui sont aujourd'hui au centre du débat, on peut rappeler que les 10% les plus aisés en termes de patrimoine possèdent la moitié du patrimoine des ménages en France, et les 1%, et là on parle encore de 200 000 ménages, possèdent eux 15 fois plus, 15% de la population, de la part du patrimoine en France. Et donc ça pose la question, si on veut avoir un système qui vise à promouvoir l'égalité et un système équitable dans les contributions fiscales qui demandent à la population, ça pose la question de comment un petit peu rééquilibrer ces inégalités de patrimoine. Est-ce que, en tout cas, ça peut être un vivier pour financer les prestations dont on a besoin? Et donc il y a des pistes qui existent quand on regarde d'où vient cette explosion des inégalités de patrimoine. C'est notamment les prix de l'immobilier qui ont augmenté, qui ont creusé un fossé entre ceux qui ont accès à la propriété et ceux qui n'y ont pas accès. Et quand on regarde l'étage suivant, c'est les multipropriétaires qui possèdent une grande partie du parc locatif privé. Et il y a également une question de l'héritage et des successions. Aujourd'hui, on sait que la part du patrimoine en France qui est hérité est beaucoup plus importante qu'il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, plus de la moitié du patrimoine en moyenne des ménages est du patrimoine hérité, et il est très inégalement réparti. Et donc ça donne quelques pistes, voilà, sur le système fiscal notamment, pour avoir un financement de la solidarité qui est plus équilibré. On peut penser, voilà, à la fiscalité des successions, on peut penser à la fiscalité des loyers implicites perçus par les patrimoines, les propriétaires de patrimoine immobilier. On peut penser à l'imposition de la plus-value sur les résidences principales. On peut penser à la flat tax qui plafonne l'imposition des revenus du capital, alors que ce sont eux les revenus les plus dynamiques sur les années précédentes. Et on peut évidemment sortir de la fiscalité des ménages et penser notamment à l'imposition sur les sociétés, quand on sait que le taux d'impôt sur les sociétés a été abaissé de 33% à 25% entre 2016 et 2022. Il faut savoir qu'en fait, en moyenne, les entreprises ne payent pas 33% et maintenant 25%, mais payent moins. Et en fait, les grandes sociétés payent encore moins d'impôts sur les sociétés que les PME et les TPE. Donc ça, c'est quelques pistes sur le financement de la solidarité et de la redistribution socio-fiscale. Mais je conclurai en rappelant que soutenir le revenu des plus modestes par les prestations sociales, c'est évidemment fondamental, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre la pauvreté. Il y a également des sujets pour garantir l'accès à l'emploi, au logement et aux services publics qui sont tout aussi fondamentaux. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à
Isabelle Dorez, vous êtes vice-présidente d'ATD Quart Monde, vous êtes aussi membre du CESE. ATD Quart Monde, justement, porte un regard très concret sur la pauvreté par ses actions et par ses combats sur l'accès aux droits notamment. Et vous avez, vous, publiquement dénoncé la guerre aux pauvres, la stigmatisation et les effets des différentes réformes sociales et budgétaires sur les plus vulnérables. Donc peut-être avec ce regard, quel regard vous portez, vous, sur la lutte contre la pauvreté et les grandes orientations budgétaires parfois qui semblent un peu déconnectées de la situation très concrète que vivent des millions de Français? Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet-là. En effet, à l'heure où l'État a abandonné une politique globale de lutte contre la pauvreté, a abandonné pour nous, et participe même directement à la stigmatisation des plus pauvres, en fait, en agitant des responsabilités, soi-disant, ou en passant en fait à ce qu'on appelle des politiques aujourd'hui d'activation, c'est-à-dire demander des contreparties à des droits sociaux. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le domaine des droits, en fait, ce pourquoi on s'est battu depuis toujours. Pour faire reconnaître les mêmes droits pour tous. Et aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont considérés comme des sous-citoyens parce que pour obtenir le droit de vivre ou le droit d'avoir des moyens convenables d'existence, ils doivent se plier à des conditions qui sont plutôt d'ordre moral que d'ordre vraiment juste des conditions de revenus ou de composition familiale. Voilà, on est passé sur le bon comportement et donc un tri de plus en plus fort entre les bons et les mauvais pauvres. Donc voilà, donc c'est un peu, enfin c'est quelque chose de grave. Aujourd'hui, on est sur aussi, vous avez fait votre journée sur un budget pour la transition écologique et sociale. Je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à beaucoup mieux associer les deux sujets. Parce qu'en fait, c'est le même sujet, c'est-à-dire les inégalités environnementales augmentent à toute vitesse aussi. Même les politiques qu'on fait sur l'environnement accélèrent en fait les inégalités environnementales. Et ces inégalités environnementales, en fait, sont liées aux inégalités sociales et sont déterminées par les inégalités sociales. Et en fait, c'est le même sujet. Et peut-être que le moyen aussi d'approcher ça, c'est d'avoir des approches beaucoup plus systémiques. Or, on travaille toujours en silo partout et le budget de l'État est typiquement quelque chose qui est fait en silo. Voilà. Et donc, il faut à tout prix dépasser ça. Et peut-être que l'approche santé aussi est primordiale à mettre en avant pour aborder ces deux sujets en même temps, puisque des conséquences directes du non-respect des écosystèmes et la mauvaise santé des vivants. De l'ensemble du vivant, dont les humains, et dont particulièrement les plus pauvres. Peut-être citer tout de suite, le week-end dernier, donc j'ai pu travailler avec les arpenteurs de Poitiers, ils s'appellent comme ça. En fait, c'est un territoire zéro chômeur à Poitiers, zéro chômeur de longue durée, qui a créé 10 emplois en fait pour d'abord rendre le quartier des Trois Cités, qui est un immense quartier très pauvre, pour rendre le quartier propre, pour sensibiliser aussi au tri sélectif, ce qui n'est pas évident quand, par exemple, vous habitez au 10e étage d'un immeuble et que l'ascenseur est en panne la moitié du temps. C'est quand même des gros sujets de gérer ces déchets dans des conditions comme ça, et de sensibiliser à ces sujets-là. Et un jour, régulièrement, il voit des gens d'autres quartiers de Poitiers venir déposer leurs déchets dans le quartier où ils habitent. Donc, en interpellant une de ces personnes, la personne dit « Non, mais moi, j'ai le droit de déposer mes déchets ici parce que moi, je paie mes impôts et vous n'êtes même pas capable de payer votre loyer. » Voilà. Et je trouve que, voilà, qu'on est vraiment dans la situation un peu d'aujourd'hui de stigmatisation et de droits de certains et pas de droits des autres qui doivent se contenter de je ne sais quoi. Enfin, voilà. Donc... Et après, l'approche par le budget, je pense que l'approche fondamentale, c'est à quoi sert le budget de l'État et pour qui il est conçu. Et je trouve que le moment du budget est un moment très caricatural, puisqu'en fait, on oublie complètement de parler de politique publique globale et on se concentre sur je dirais pas de la mesurette, mais on se concentre sur des touches par touche. Du coup, on oublie complètement la politique publique. Et or, le budget devrait être juste un outil de traduction. Et peut-être que ça s'est aggravé ces dernières années. Et on a perdu le sens, en fait, de politique structurelle et d'ambition politique. Et la logique budgétaire écrase les ambitions politiques, parce que la tendance avec les logiques budgétaires, c'est aussi de faire des mesures. Alors, on va faire, par exemple, je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres exemples, mais au moment où il y avait la garantie...
Le contrat emploi jeune, par exemple. Donc, on a fait une première enveloppe. Des gens ont fait une cible. Alors, on ne sait pas combien de jeunes auraient besoin du contrat emploi jeune. On n'a pas mesuré combien de jeunes en auraient besoin. Par contre, on décide que ce serait 400 000, voilà, je crois. Et en fait... non, pardon, je crois que c'était le double, 800 000 au départ. Voilà, 800 000. Et puis, on met une enveloppe pour faire 800 000 contrats emploi jeunes. Et puis, en 3 mois, l'enveloppe diminue de moitié. Et on fait à 400 000. Et c'est avec ce genre d'outils qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on veut éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. C'est inconcevable. Il faut arriver à vraiment... il ne faut pas de dispositif spécifique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des politiques globales qui s'attaquent à toutes les dimensions de la pauvreté et qui permettent à tout le monde d'activer les mêmes droits et d'avoir accès aux mêmes droits et dans les mêmes conditions. Et il faut arrêter les dispositifs spécifiques pour les pauvres parce qu'on sait que ça se retourne contre eux et qu'en plus, ce n'est pas dimensionné correctement et ça stigmatise. D'ailleurs, enfin, au CESE, il y a une plaque qui a été mise à l'entrée du CESE qui fait suite au 25e anniversaire du rapport Brzezinski qui a défini la pauvreté, la grande pauvreté, les précarités. Et ce rapport dit, cette plaque dit « Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu et la dignité d'une nation fondée sur les droits de l'homme. » Et ça devrait être le repère pour nous des politiques publiques, c'est-à-dire toujours partir de la situation du plus pauvre, parce qu'on sait que le plus pauvre, c'est celui qui a le plus long chemin à faire pour atteindre ses droits, qui va avoir le plus d'obstacles pour y arriver. Et donc, en prenant en compte toutes ces difficultés et ces obstacles et ce chemin, on arrivera à trouver des solutions qui sont bonnes pour tous et permettront l'accès aux tous. Et il n'y a que à cette condition-là qu'on arrivera à des droits pour tous. Oui, alors peut-être qu'il faut réinsister aussi, mais je pense que ça a été bien dit ce matin aussi, de repartir vraiment des besoins des personnes et comment on évalue les besoins de la société aujourd'hui et repartir vraiment du terrain pour ça et du coup d'avoir des objectifs. Avoir le souci aussi d'une citoyenneté pleine et entière. Aujourd'hui, on estime que la démocratie est très abîmée, c'est-à-dire il y a des citoyens qui ne peuvent pas exercer leur citoyenneté parce qu'ils sont tellement maltraités par notre société qu'ils sont dans cette impossibilité. Et donc, on n'est plus tout à fait dans une démocratie si on a des sous-citoyens. Donc, on en est là. Et donc, comment on fait pour ne laisser personne de côté et permettre la citoyenneté pleine et entière? Et pour ça, il faut sans doute donc des projections de temps plus longues que de se contenter des mesures du projet. L'universalité, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé, ce qui est essentiel, en rappelant que les droits sont indivisibles et interdépendants. Et évidemment, la traduction de ces politiques, c'est des services publics à dimensionner en fonction des besoins qu'on aura définis avec réellement sur le terrain. Peut-être ce matin, on a pas mal parlé justement de la privatisation aujourd'hui, des besoins, des dépenses qui augmentent, mais qui sont plus sur le privé aujourd'hui peut-être que sur le public, mais que les dépenses augmentent bien dans les différents secteurs et que ça crée des inégalités d'accès et de recours. Peut-être qu'on n'a pas dit aussi toute la dégradation de la qualité de service que ça a causé et qu'on est aujourd'hui sans doute dans un point de rupture pour les services publics sur cette dégradation du service et des conditions de travail des gens qui y travaillent. Et ce qu'on voit aussi pour beaucoup, mais je pense que Denis pourra en parler, c'est aussi une perte de sens complète d'un certain nombre de gens qui travaillent dans les services publics et à qui on demande de faire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils font. Alors, ce qui nous paraît essentiel aussi pour faire de bonnes politiques publiques de lutte contre la pauvreté, c'est de faire reconnaître aussi la place des plus pauvres et leurs contributions et lutter vraiment contre les idées fausses sur eux et en faire des vrais partenaires, de vrais acteurs du changement de leur vie. Reconnaître qu'ils participent à la cohésion sociale. Quand il y a eu la crise du Covid, les premiers qui ont hébergé les gens, qui ont partagé des repas, etc., c'est les gens dans les quartiers les plus populaires, les plus pauvres, parce qu'il y avait là plus de gens à la rue, plus de gens qui n'avaient pas à manger, et donc entre voisins, on s'entraide. Et d'autres de la société n'ont pas forcément fait ça. C'est aussi, il faut penser que les gens en situation de pauvreté reçoivent tout le temps des injonctions. On leur explique toujours ce qu'ils doivent faire, on décide toujours de ce qu'ils doivent faire, et donc ils sont toujours... Voilà. Et souvent, ce qu'on leur demande de faire sont complètement décalés, ou c'est des choses qu'ils font déjà. Par exemple, on a travaillé sur l'alimentation récemment avec les gens. Les injonctions, par exemple, de manger moins de viande à quelqu'un qui a bien du mal à en manger une fois par semaine et qui estime que c'est très important d'en manger au moins une fois par semaine, ça colle pas. Voilà. Donc la façon de faire, voilà. Donc retravailler avec les plus pauvres, reconnaître qu'ils ont des savoirs, et les savoirs peut-être les plus précieux qu'ils ont dans une
dans une société qui quand même est de plus en plus instable, etc., où il y a de plus en plus d'incertitudes, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire, en fait, les plus pauvres, au quotidien, ils sont dans un combat. Ils sont quoi? Alors, on a dit qu'ils sont complètement dépendants, on décide beaucoup pour eux, mais en fait, pour tenir le coup, il faut se battre tous les jours. Il faut se battre tous les jours pour être sûr d'avoir à manger, pour être sûr que les gamins aillent à l'école, pour être sûr de réussir, pour se déplacer, parce qu'il n'y a pas de service de transport, etc. Donc, voilà, donc ce combat quotidien, ça me demande une adaptation quotidienne. Et en fait, les plus pauvres, ils ne sont pas assurés tout risque comme la plupart des gens cherchent à le faire. Ils sont assurés sur rien. Et ils doivent gérer tous les jours l'incertitude. Et aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus dans l'incertitude, on a sans doute des choses à partager. Et c'est bien en travaillant avec eux et en construisant avec eux les bonnes mesures et les bonnes mesures qu'on arrivera. Peut-être un petit point, je ne sais pas si je suis peut-être un peu longue, sur la fraude. Parce que quand même, aujourd'hui, on dépense quand même beaucoup de moyens et beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers sur le développement de la fraude, qui est quand même très ciblée. La lutte contre la fraude, pardon. Oui, oui, la fraude générant aussi beaucoup de... Vous avez raison. La lutte contre la fraude, voilà, en se trompant profondément de cible, hein, puisque là où on développe le plus de moyens, c'est la fraude sociale. Donc la fraude sociale, voilà, je ne sais plus, je crois que c'est 13 milliards pour 60 à 100 milliards estimés de fraude fiscale. Donc on est vraiment sur des rapports avec, dans les 13 milliards de fraude sociale, les ménages, donc les pauvres, en fait, hein, ne sont que pour 35% responsables de cette fraude. Et encore, quand on regarde ce que la CAF compte comme fraude, on a créé des systèmes tellement complexes, tellement conditionnés, qu'en fait, ces fraudes sont essentiellement des indus. C'est-à-dire, c'est la CAF qui verse de trop aux gens et qui, pour vérifier leur dossier, va se permettre de bloquer le versement des allocations, le temps de vérifier et de dire que vous avez trop perçu. Et ils vont repercevoir tout de suite, parce qu'on ne sait jamais, parce que comme ces gens n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas rembourser si la somme est trop importante. Donc on arrête de tout leur verser du jour au lendemain en les prévenant à peine. Quelquefois un courrier, mais pas toujours reçu, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'on se permet. Et du coup, ça assimile quand même des erreurs administratives à de la fraude. Et on dit que les plus pauvres sont des fraudeurs. Alors qu'en fait, c'est une angoisse permanente, en fait, de savoir si on aura ces allocations, de savoir ce qu'on aura pour vivre demain et comment on va s'en sortir. Et donc, voilà. Puis après, juste sur le budget, je pense qu'en effet, ce qu'il manque beaucoup dans notre budget, c'est vraiment du vrai débat démocratique sur nos politiques et sur le budget qui doit être associé. Et puis peut-être renforcer vraiment les évaluations des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi, en fait, on construit. On n'a pas l'évaluation des besoins et on n'a pas l'évaluation de l'efficacité des politiques. Et ce n'est pas construit avec le terrain. Donc voilà, donc il faut vraiment développer cette évaluation et rendre cette évaluation, les résultats de cette évaluation importante, c'est-à-dire vraiment travailler dessus, sur des processus participatifs pour en tirer des leçons et construire ensemble autre chose. Et nous, on voudrait que cette évaluation, que toute politique publique soit évaluée en fait sur ses conséquences sur les 10% les plus pauvres pour voir si cette politique est bonne et si elle parvient à ses fins. Voilà, merci beaucoup. Denis Gravouille, vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT en charge des questions emploi, retraite et chômage. Vous êtes un expert de la protection sociale. De 2013 à 2023, vous avez été secrétaire général de la Fédération CGT du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle. On a connu ce mois-ci 3 mobilisations sociales, donc on sent bien que le pays est à fleur de peau. En tout cas, sur les questions budgétaires, les gens sont prêts maintenant à descendre dans la rue. Donc le regard de la CGT sur ces questions de lutte contre la pauvreté ou d'un budget plus protecteur nous intéresse. Donc je vous laisse la parole. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Je trouve que c'est important qu'on se parle de plus en plus entre parlementaires, représentants syndicaux, représentants d'associations et chercheurs. Le débat public est préempté par des idées particulièrement violentes. Isabelle vient de parler de la fraude, où on entend parler de la fraude d'assurés qui devient la fraude des assurés, et alors que la fraude, par exemple, à l'assurance chômage, c'est 0,3%. Donc voilà, 3 personnes sur 1000. Par contre, l'assurance chômage ne va jamais chercher les gens qui auraient droit à les allocations chômage et qui sont peut-être 42% de ce que ça représente. Donc voilà, 0,3% des 36 milliards de dépenses d'assurance chômage, et on a peut-être quelque chose de l'ordre de 16 milliards de dépenses qui pourraient être dues à des gens qui en auraient bien besoin, et en particulier des jeunes vivant la précarité ou des personnes en fin de carrière en particulier. Bon, moi je suis de la Confédération Générale du Travail et pas la Confédération Générale de l'Emploi, j'aime bien le dire de temps en temps. Donc on entend au sens du travail une population très large.
des étudiants qui sont des futurs travailleurs, des travailleurs qui ont un emploi ou pas. On a, avant même l'inscription des allocataires du RSA, on avait déjà plus de 6,5 millions de personnes inscrites à France Travail, et maintenant on est en train de monter à 8,8, quelque chose comme ça, autour de 8 à terme. Donc on voit très bien que le mal travail est particulièrement fort. Évidemment, il y a des millions de retraités, et je vais en reparler juste après. La question on constate d'ailleurs que beaucoup de gens travaillent. Par contre, travaillent avec des petits boulots, que même les allocataires du RSA sont presque tous en train de travailler, sauf quand ils sont vraiment très très éloignés de l'emploi pour plein de raisons. Mais là, on voit bien que en ce moment, on a une pression, un décret qui prévoit, il y a une loi d'abord, la loi plein emploi, dite plein emploi, qui prévoit de mettre la pression dans les activations des politiques de l'emploi dont parlait Isabelle. Et en fait, mince, il y a plein d'agriculteurs qui sont au RSA. Il y a plein de gens qui sont des artistes-auteurs, plein de gens qui travaillent dans plein d'endroits. Et mince, on ne peut pas leur imposer 15 heures d'activité, 15 ou 20 heures d'activité, parce qu'en fait, ils ont déjà une activité. Bon, donc c'est absurde. Alors mince, on va essayer de trouver le moyen de dire que leur activité, finalement, ça correspond aux 15 ou 20 heures. Mais bon, voilà, c'est tout ça qui a été pensé par des gens soit qui ne connaissaient pas leur sujet, soit qui évidemment, avaient l'intention de nuire. On peut parler aussi, par exemple, pour les deux éléments de constat avant de partir sur les propositions, les conséquences des réformes des retraites ou d'assurance chômage ont été pointées d'ailleurs dans le rapport de l'INSEE sur l'augmentation de la pauvreté, on a eu 4 décrets d'assurance chômage depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron qui ont conduit à ce qu'on n'ait plus qu'un tiers des gens inscrits à France Travail qui sont indemnisés par une allocation chômage qui elle-même est plus basse et plus courte. Donc, on se retrouve à avoir de plus en plus de chômeurs qui, en général, travaillent, mais qui travaillent dans l'intérim, dans les petits boulots, dans les CDD ou comme soi-disant auto-entrepreneurs, livreurs à vélo ou autres, et qui se retrouvent dans des situations de pauvreté avec la question, par exemple, d'accès au logement qui, lui, augmente pendant que leur revenu du travail diminue. Donc on est... alors, juste un petit point un point pour appuyer ce que disait Isabelle Dorès sur l'effectivité du recours au droit. C'est un sujet qu'il faut absolument continuer à développer partout. Je n'ai jamais réussi à obtenir que l'assurance chômage s'occupe de recalculer des droits à quelqu'un à la hausse. On a 1,3 milliard d'indus, ce qui est énorme sur 36 milliards, 1,3 milliard d'indus qui sont dus pour les 2 tiers au fait que c'est difficile de calculer les droits des gens qui ont plusieurs contrats en même temps, des assistantes maternelles, des CDD, etc. Mais jamais on ne va chercher, une personne peut lui dire « Ah, au fait, on a oublié de vous verser quelque chose ». Bon, ça c'est un sujet qui devrait être posé sur la table. Et sans parler de précieux algorithmes qui chassent les fraudeurs, comme ça a été dit, en faisant un mélange entre ce qui sont des réels fraudeurs, comme on l'a vu, extrêmement peu nombreux, et des gens qui sont sous la pression de différentes erreurs qui ne sont même pas de leur fait la plupart du temps. Alors, bien évidemment, pour rebondir sur ce que vous disiez, on était à la 3e journée d'action depuis la rentrée, ce qu'on n'a jamais vu hors période de bataille contre la réforme des retraites, laquelle n'est pas abandonnée, comme vous le savez, puisque le groupe écologiste ici participe. Mais pour faire le lien, par exemple, avec la pauvreté, on l'avait vu en 2010, rappelle la réforme Sarkozy sur le passage à 62 ans, mais on le voit encore plus avec le passage de 62 à 64. On a des sas de précarité de plus en plus grands, de personnes qui sont ni en emploi, ni indemnisées par les allocations chômage, et pour lesquelles l'âge de départ en retraite s'éloigne. Donc, qui se retrouvent, même pas forcément au RSA, puisque si par hasard le conjoint travaille, eh bien on n'y a pas droit. Donc, ils se retrouvent sans revenu du tout. Après toute une carrière, notre camarade Alain Vincent avait lancé une pétition à ce sujet-là au printemps 2024 contre le décret Attal, qui pour l'instant est suspendu, dont on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais qui pourrait revenir par la fenêtre. Visiblement, il n'est pas complètement abandonné dans le plan Lecornu. Alors, partons un peu sur
sur les propositions. Évidemment que la demande est très forte de justice fiscale, de justice sociale et de justice écologique, comme le triptyque apparaît de façon très très importante. Sur la justice fiscale, je pense que je ne vais pas développer puisque ça a été évoqué, la question de la taxe Zuckman, mais plus largement d'une refonte de l'impôt, et la question de l'héritage doit se poser de façon très très importante, de la remise en cause de l'héritage, au moins partiellement, parce que c'est bien là qu'on a les énormes inégalités. Ça a été dit par exemple sur l'accès au logement en région parisienne ou dans la plupart des grandes villes, et ça s'accentue. Mais bien évidemment, la question se pose en matière de justice fiscale sur la fiscalité des entreprises. Le Sénat a sorti le rapport sur les 211 milliards d'aides publiques, et là, je veux dire que c'est un rapport qui fait beaucoup de bruit. Tant mieux qu'il ait pu venir sur la place publique. Ce rapport ne dit pas, enfin nous ne disons pas après ce rapport qu'il faut tout annuler. Nous disons que ce bilan doit être fait de l'efficacité et de regarder ce qu'il en est, y compris entre les entreprises. C'est un sujet de savoir si entre les très grosses entreprises pour lesquelles on a encore eu des témoignages de triche au crédit impôt recherche, est-ce qu'il ne faut pas justement voir si certaines aides ne doivent pas aider à des plus petites et moyennes entreprises pour relocaliser de l'emploi et des filières dont on a absolument besoin, notamment pour la transition écologique. C'est un sujet qui s'est posé très concrètement pour nous, avec des entreprises sur lesquelles on s'est battu, pour lesquelles on voit des scandales. Par exemple, je pense à Albi, une entreprise qui tâche de convertir à l'hydrogène. Est-ce que c'est la bonne solution? Mais en tout cas, qui tâche de convertir à l'hydrogène des bus pour les transports en commun. La Chambre de commerce et d'industrie a préféré, plutôt qu'un entrepreneur qui était basé dans la région, aller laisser une entreprise chinoise racheter l'entreprise. On a parfaitement compris qu'il venait pour acheter le brevet et fermer l'entreprise derrière. C'était clairement ça. Alors, j'ai évidemment pas le temps de développer sur justice fiscale, mais je pense qu'un certain nombre de propositions que l'on fait se rejoignent sur l'impôt. Mes camarades de la Fédération des finances avaient lancé une campagne qu'il faudrait reprendre, qui s'appelait, avec un peu de provocation, « On va vous faire aimer l'impôt ». C'était un sujet, évidemment, c'est un sujet important. La question de la fiscalité des entreprises, on en a déjà un peu parlé, il faudra y revenir. Sur la justice sociale, encore une fois, je suis d'accord avec Isabelle sur le fait qu'il faut qu'on arrête de segmenter. Au fur et à mesure, on a tâché de considérer qu'il y avait les travailleurs en emploi et les autres, les assistés. En réalité, les frontières sont beaucoup plus poreuses, même s'il y a d'énormes différences de classe, de niveau de vie. Mais c'est bien sur ces questions-là qu'il faut travailler, en particulier sur la sécurité sociale qui doit être étendue. On est en plein dans la bataille, on est à l'aube de la bataille sur le PLFSS. Cette question-là, dont vous avez sans doute vu que le gouvernement Bayrou, même ayant perdu la confiance, a tenté de passer des décrets sur l'augmentation des franchises et participations, donc des restes à charge, qui se traduisent par l'impossibilité pour certains de se soigner. On voit un renoncement aux soins parmi notamment les retraités, notamment par le fait que le coût des mutuelles ou complémentaires, notamment ceux qui perdent la part employeur qui était attaché à un contrat de travail, renoncent à se soigner. De plus en plus de personnes, avec des niveaux de retraite qui sont en moyenne autour de 1050 euros, donc loin d'être dans un niveau de vie extravagant, même si certains ont un peu de patrimoine, c'est rarement parmi les plus pauvres, bien évidemment. Donc la promesse de la Sécu créée il y a 80 ans, c'est évidemment de s'assurer qu'on peut vivre du travail, ou bien qu'on ait un revenu de remplacement dans n'importe quel cas, en cas de maladie, maternité, en cas de retraite bien évidemment, et les allocations familiales aussi. L'allocation chômage n'avait pas été créée il y a 80 ans et ne s'est pas créée dans la sécurité sociale malheureusement, mais c'est une question essentielle. Je vais faire un tout petit focus, et pas seulement parce que je suis avec des écologistes, sur les questions de justice écologique et dans les propositions qu'on peut faire. Il y a plusieurs sujets, j'en citais 2 ou 3 et après je passerai la parole. La question
du dérèglement climatique, elle se traduit très directement par des dégradations de conditions de travail d'un certain nombre de travailleurs. On l'a vu cet été avec les fortes chaleurs, mais pas seulement. Des inondations qui emportent un outil de travail et puis des personnes qui perdent leur emploi. Ça s'est vu dans le Pas-de-Calais. C'est arrivé. Mais plus généralement, on n'a pas tiré les leçons, par exemple, du scandale de santé publique qui a constitué l'amiante, qui n'est pas terminé. Et on voit arriver le scandale des microplastiques, le scandale des PFAS. Je crois que voilà, Sophie Binet était auprès des salariés de Tefal il y a 3 semaines avec un déni et une tentative d'étouffement d'un dossier par la direction de Tefal sur la dangerosité des PFAS, mais qui est une dangerosité déjà pour les salariés qui les manipulent au quotidien et qui sont sans doute les plus exposés, mais pour tout l'environnement, pour toute une communauté, une agglomération qui est touchée. Et on voit bien, on a pourtant les leçons, par exemple, de la catastrophe qu'a constitué la fin de la sidérurgie lorraine, où l'on voit clairement que les profits ont été transférés tout près, à quelques kilomètres. J'ai moi-même filmé la boîte aux lettres du groupe Wendel, dirigé par l'ex-patron du MEDEF, Ernest-Antoine Seyer, avec les 31 sociétés sur une petite boîte aux lettres dans un petit immeuble de la banlieue de Luxembourgville, donc à quelques kilomètres de là où ont été tirés les profits des héritiers des comités des forges, pendant que non seulement les gens ont perdu leur emploi, mais que ce sont les communes ou les collectivités qui doivent se taper la dépollution des sols d'industries très polluantes. Donc ces questions-là sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on propose, par exemple, de travailler. D'abord, il faut rétablir les CHSCT, les comités hygiène, sécurité de conditions de travail, avec une dimension environnementale liée à ce que je viens de dire et qui est de plus en plus important. On peut penser aux pesticides, à cette fleuriste qui n'a pas pu faire reconnaître le fait que sa fille morte d'un cancer le cancer était lié à la manipulation par la maman, de pesticides sur des jolies fleurs. Et puis évidemment d'arriver à construire cette sécurité sociale professionnelle que l'on défend avec cette dimension environnementale qui comporte, je terminerai là-dessus, une question sur la transformation de l'appareil productif. Nous n'avons pas de politique industrielle en France depuis de nombreuses années. Il y a pu en avoir une alors qui a amené au développement de l'aérospatial, du TGV ou autre. Là, il y a clairement un capitalisme financier qui est aux commandes, qui n'a même plus cette logique-là, qui fait que un ministre de l'Industrie, dont on ne sait pas s'il va encore être ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, l'a dit qu'il faut laisser faire le marché, y compris pour des industries qui sont essentielles à cette transformation, alors qu'on a des exemples où ça peut marcher. Je terminerai là-dessus. L'usine de Gardanne, qui était une usine au charbon, évidemment qu'il fallait la fermer. Peut-être que certains, la CGT, ont mis du temps à l'admettre, mais surtout qu'on a beaucoup encore de mineurs à la retraite qui nous parlent de leur expérience, avec des centres de santé parfois très efficaces, qui constituent 15% du volume des centres de santé en France, surtout dans certaines régions. Cette usine, évidemment, il a fallu la fermer. Mais si, encore une fois, on la fermait pour en faire quelque chose, pendant ce temps-là, les personnes avaient perdu leur emploi. C'était une double perte, et on a réussi à faire en sorte que les emplois soient maintenus, que les droits soient maintenus, et qu'ils participent à la transformation de l'appareil productif pour en faire autre chose, une centrale qui fonctionne plus avec du charbon. Donc c'est possible, et ça coûte pas forcément un pognon de dingue. Expression que je fais exprès de prendre en conclusion, puisque la haute commissaire à la pauvreté, lors des 25 ans d'alerte, s'est permis de la reprendre pour dire c'est quand même dingue, on dépense un pognon de dingue pour la lutte contre la pauvreté, et ça marche toujours pas. Bon, voilà, peut-être qu'il aurait fallu regarder les raisons pour lesquelles leur politique amène à plonger de plus en plus de gens et de plus en plus longtemps dans la pauvreté, alors qu'on a des modèles sociaux qui permettent largement de les en sortir. Merci, c'est une super transition. Et je vais vous laisser la parole, Delphine Rouillot, présidente du collectif Alerte. Je vais vous laisser présenter le collectif, ce sera plus simple, et puis de dérouler la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Oui, le collectif Alerte, c'est 37 associations qui sont engagées dans la lutte contre la pauvreté. Ça existe depuis 30 ans. Il y a des très grands adhérents, dont ATD Quart Monde, et des associations plus petites et plus spécialisées. Évidemment, effectivement, la conclusion de Denis Gravouille est une parfaite transition pour ce que moi je voulais vous dire.
je commencerai par quelques constats en partant effectivement de l'étude de l'INSEE, dont on peut tirer quelques enseignements complémentaires à tout ce qui a déjà été dit. Vous dire que dans ce que l'on en retient, nous, l'année 2023, c'était une année, il faut vous en souvenir, une année d'inflation très très forte. Et dans les mécanismes de revalorisation des minima sociaux, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'en gros, on subit l'inflation et puis les minima sociaux sont revalorisés grosso modo l'année suivante. Je fais très schématique. Et toute cette année-là, 2023, le collectif avait plaidé pour une revalorisation anticipée des minima sociaux en expliquant que si ça n'arrivait pas, on allait plonger des gens dans la pauvreté. Bon, ben voilà, en juillet 2025, on a la traduction statistique de ce que l'on savait. Et je vous dis pas ça juste pour vous dire qu'on avait raison avant tout le monde, c'est simplement pour vous dire que quand on parle d'année blanche, et quand on sait que dans la future copie du gouvernement, on ne sait toujours pas si cette année blanche et la non-revalorisation des minima sera prévue ou pas, on sait pertinemment que cela aura un impact direct sur la situation de pauvreté de millions de personnes en France. Donc voilà, premier enseignement de cette étude de l'INSEE. Deuxième enseignement qui fait écho à ce que disait Denis, c'est la question des travailleurs pauvres. Un autre enseignement de cette étude qui est fondamental et qui répond un peu à la question du décalage qu'il y a entre les espèces d'obsessions des gouvernements successifs sur la bonne manière de lutter contre la pauvreté et les résultats des politiques que l'on constate, c'est que il y a une forme de religion du travail qui consiste à dire que pour lutter contre la pauvreté, il suffit de remettre les gens au boulot. Or, ce que nous montre l'INSEE, c'est qu'en fait, on assiste à une augmentation significative du nombre de travailleurs pauvres. Je vous apprends rien en vous parlant de contrats précaires, de temps partiel subi. Il y a dans le développement du micro-entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneuriat, je ne sais jamais comment on dit, quelque chose de dramatique en réalité, parce que pour certaines personnes, je ne dis pas pour toutes, mais pour certaines personnes, c'est quand même une forme de retour à un esclavage moderne. Qui n'a pas entendu parler de ces femmes de ménage ou ces différents travailleurs sociaux qui se retrouvent à perdre leur CDI pour devoir se mettre en contrat de micro-entrepreneur pour pouvoir juste exercer leur métier au quotidien. Donc on est confronté à un truc incroyable qui est ces dernières années, on a assisté à une baisse du taux de chômage en France. C'est une réalité, et c'est une réalité qu'on peut saluer, dont on peut se féliciter, mais que cette baisse du taux de chômage se constate en parallèle d'une augmentation de la pauvreté. Donc ça prouve bien et ça dit bien que le sujet n'est pas là, ou en tout cas n'est pas que là, et qu'on a besoin effectivement d'avoir une approche beaucoup plus systémique des questions de pauvreté et de s'interroger réellement, au-delà de la seule question des transferts sociaux, des prestations, des minima, sur comment est-ce qu'on lutte contre la pauvreté. J'y reviendrai. Je voudrais juste vous donner un dernier élément de contexte avant de vous faire quelques éléments un peu de proposition ou de champ de travail. C'est que dans la lutte contre la pauvreté, il y a des acteurs qui s'appellent les associations. Vous me pardonnerez de faire un tout petit peu de plaidoyer pro domo, mais il y a des acteurs qui sont dans une situation de fragilité absolument inédite. Alors, on a évoqué les 3 journées de mobilisation sociale du mois de septembre. Il y en a une le 11 octobre que je me permets de rajouter, alors effectivement, qui n'est pas à l'appel des organisations syndicales, qui est à l'appel du mouvement associatif, mais c'est, je pense, quelque chose de tout à fait inédit. En tout cas, de ma petite expérience, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Samedi prochain, samedi en 8, toutes les associations quasiment françaises vont se retrouver pour organiser un temps de mobilisation pour en fait essayer de faire entendre aux Français, à nos concitoyens et puis évidemment au gouvernement que les baisses massives de subventions sont en train de mettre en danger le tissu associatif et que par ailleurs au-delà de la dimension purement financière, on est aussi confronté à une hostilité politique croissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'associations qui se retrouvent suspectés de ne pas respecter les orientations du gouvernement. On assiste dans certains territoires. Moi, j'étais auparavant directrice générale de France Terre d'Asile. Donc, en plus, j'ai évolué dans un univers du droit des étrangers qui est particulièrement confronté à certaines formes d'hostilité de certaines administrations. On assiste à des pressions sur des associations en leur disant qu'il suffit de les mettre en concurrence pour leur retirer des activités si elles ne décident pas, n'acceptent pas de transmettre des fichiers, donner des informations qui ne sont pourtant pas légalement demandables, etc. Donc il y a un climat d'hostilité politique qui se rajoute à un climat de tension financière. Et je vous dis pas ça, juste je vous dis pour défendre le secteur, mais simplement parce que sans tissu associatif,
Certes, Isabelle a raison, la solidarité entre concitoyens, elle est fondamentale, mais les associations de solidarité, elles jouent évidemment un rôle majeur dans notre contrat social. Et je pense que là, il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Bon, tout ça étant pas donc un panorama extrêmement joyeux, j'en suis consciente. Je voudrais peut-être vous dire un petit peu dans quel sens nous on aimerait que, puisqu'on s'adresse, enfin je m'adresse là à des sénateurs écolos et à des parlementaires, on a besoin, pour lutter contre la pauvreté, que nos responsables politiques parviennent à comprendre que pour lutter contre la pauvreté, il faut sortir du temps politique et qu'on a besoin de temps long et que la lutte contre la pauvreté, ça demande de l'investissement. Alors, il y a la question des prestations, je mets de côté tout ce qu'a dit très bien Julien Blasco, qui est indispensable, mais effectivement, quand on parle de réforme systémique pour lutter contre la pauvreté, il faut réussir à sortir de la calendarisation, du projet de loi de finances tous les ans, et du fait que, quelque part, tout responsable politique a besoin de pouvoir présenter un bilan et donc de pouvoir très rapidement montrer que ce qu'il engage a des effets. Ça nous tue, en réalité. Ça nous fait énormément de mal, et c'est exactement le même problème que l'on rencontre quand on parle d'investissement dans la transition écologique. La temporalité du politique et la temporalité des réformes qu'il faudrait mener ne sont pas les mêmes. Et donc, ça donne des mesurettes, effectivement. Ça donne des espèces d'actions un peu qu'on essaye de mener pour être en capacité de valoriser certaines réformes, alors que ce dont on a besoin, enfin, on le sait très bien, honnêtement, on peut faire tous les colloques que l'on veut. On sait que pour lutter contre la pauvreté, il faut du logement en grande quantité. Il faut du logement qui soit rénové énergétiquement pour qu'on arrête d'avoir des passoires thermiques qui font qu'il y a des ménages qui passent 20% de leur budget dans de l'énergie, enfin, voilà, dans les dépenses d'électricité, de gaz, de fioul, etc. On sait que pour lutter contre la pauvreté, il faut penser à la pauvreté des enfants, ne pas confondre pauvreté des parents et pauvreté des enfants, et se rendre compte que si on veut sortir des générations d'enfants qui vivent dans la pauvreté et essayer de faire qu'on ne soit pas, on n'hérite pas de la pauvreté de ses parents, pour le dire simplement, on a besoin de modes d'accueil collectifs, de modes d'accueil de la petite enfance, de garde, notamment dans les quartiers politiques de la ville, dans des endroits où, au contraire, il y a une forme de religion du fait que puisque la mère ne travaille pas, elle peut tout à fait s'occuper des enfants, ou alors on propose de faire garder les enfants parce qu'il faut que la mère se mette à travailler, mais on ne se rend pas compte que quand on parle de besoin de garde d'enfants pour les enfants, c'est parce qu'on a besoin ces enfants ont besoin d'être mis dans des espaces qui vont leur permettre un développement cognitif, un développement social, qui leur permettra derrière une meilleure maîtrise du vocabulaire, une meilleure appréhension de ce que l'école peut leur apporter. Et ce qui, par ailleurs, ce qu'on oublie aussi, c'est que ça permet souvent, quand on arrive à proposer à ces jeunes enfants issus de familles très défavorisées, d'être très rapidement, très tôt pris en charge dans des lieux d'accueil collectif, les parents apprennent à parler aux professionnels. Et donc les parents qui apprennent à parler autour du bébé, de la situation de l'enfant à des professionnels, ils ont beaucoup moins peur de parler à l'instit de leur gamin quelques années plus tard. Et quelque part, l'élévation et l'inscription dans un cadre républicain et l'espèce de sentiment de... Enfin, c'est fondamental de lutter contre l'espèce de ségrégation que certaines personnes peuvent sentir, qui font que quand on est dans des milieux défavorisés, souvent d'origine étrangère, c'est beaucoup à ça que je pense, on peut considérer l'institution scolaire comme quelque chose d'extrêmement hostile, alors qu'elle ne l'est pas. Et donc tout ce qu'on fait pour investir dans l'accueil des jeunes enfants, en réalité, on lutte, mais structurellement, contre des trajectoires de vie pour ces gamins-là qui pourraient potentiellement les conduire vers de l'exclusion. Donc voilà, de l'investissement à long terme, c'est compliqué, c'est fondamental, c'est essentiel. On a évoqué les questions de santé, je pense que c'est pas la peine que j'y revienne, mais évidemment que la prévention en santé, c'est un outil de lutte contre la pauvreté. Il y a un rapport qui sort aujourd'hui sur la précarité étudiante qui montre aussi qu'on a besoin de prendre cette question-là de manière fondamentale, parce qu'un étudiant qui vit dans la précarité, c'est un étudiant qui étudie mal, et un étudiant qui étudie mal, c'est un étudiant qui réussit moins ses études et qui, de fait, peut derrière en subir les conséquences toute sa vie. Mais voilà, mais toutes ces questions-là, et je terminerai juste un dernier point, il ne faut pas que j'oublie, mais toutes ces questions-là, elles nécessitent effectivement d'assumer dans le temps politique que l'on va dépenser sans en tirer immédiatement les bénéfices. Et ça, je crois qu'il y a une forme de révolution un peu psychologique à faire de la part des responsables politiques, qui est, c'est pas pour faire la leçon, je dis ça, c'est juste, on est parfaitement conscient de la
réalité de ce qu'est le jeu politique, mais il y a dans cette question-là quelque chose, à mon sens, de fondamental. Je terminerai juste sur un point que je m'apprêtais à oublier, c'est comment on peut investir aussi dans l'accompagnement social. Quand vous êtes parlementaire en train de travailler sur le projet de loi de finances, demandez-vous si on ne ferait pas mieux de renforcer les moyens de Pôle emploi, enfin de France Travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement une politique de France Travail qui est dans la caricature autour des questions de la stigmatisation et de du renvoi en permanence au fait que l'allocataire du RSA est un fraudeur potentiel et en tout cas un profiteur à minima et sans doute un glandeur, si vous me permettez cette expression un peu pas très élégante. En fait, nous, on pense qu'il faudrait sans doute que Pôle emploi ait vachement plus de travailleurs sociaux et d'équipes qui permettent de faire de l'accompagnement. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que à force de rétrécir les moyens d'accompagnement humain des services publics et effectivement de développer les algorithmes et les modalités de contrôle informatisées, numériques, etc., on perd de vue que c'est dans l'accompagnement social individualisé qu'on permet de sortir les gens de la pauvreté. Donc voilà, réfléchissez peut-être à ça dans vos pistes de travail, au fait de se dire qu'en fait on a besoin de renforcer les services publics et que vous avez, vous, dans le cadre des négos sur le PLF, des espaces peut-être pour le suggérer. Merci. Merci. À tous les quatre, on a peut-être le temps d'une série de questions, si jamais il y en a. Raymond Poncet-Monge, sénatrice du Rhône. Oui, peut-être pour rebondir et sur plusieurs interventions. Sur la dernière intervention, je crois qu'effectivement, il y a un abandon total de la lutte contre la pauvreté. La seule figure qui est valorisée, qui trouve grâce, c'est la figure du travailleur pauvre. Mais la pauvreté et le droit à des prestations au titre du fait qu'on est un citoyen. Donc on a des droits avant des devoirs, de toute façon. S'il y a des devoirs, en tout état de cause, eux, ce qu'ils essaient de faire passer, c'est qu'on a des devoirs avant les droits, quoi. Non, il y a le droit à l'existence. On ne demande pas, les écologistes demandent un revenu universel d'existence, mais sans aller en cela, celui qui est privé totalement de ressources et qui a le RSA, c'est un droit au titre d'un citoyen d'avoir un minimum. Et donc, il faut lire toutes les réformes depuis, enfin moi depuis 5 ans que je les suis, sur cette transformation. Il faut que les pauvres deviennent des travailleurs pauvres, en fait. Et en tout état de cause, la figure de la pauvreté qui est admise, c'est celle du travailleur pauvre. Et je veux dire, là c'est une bataille culturelle qu'on perd à gauche quand on entend un haut responsable dire qu'il est la gauche du travail par rapport à la gauche des prestations, quoi. Hein. Quand on dit ça, on s'engouffre dans quelque chose. Et après, tout peut être revu comme ça. La crise des Gilets jaunes était une crise multifactorielle. Comment on y répond? Par la prime d'activité, enfin sa majoration. Mais pour avoir la prime d'activité, il faut travailler. Donc on résout une partie. Aujourd'hui, pour le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on demande? D'enlever, de baisser la CSG, qui pour d'autres raisons est complètement mauvaise comme solution. Mais encore, pour baisser la CSG, il faut travailler. Je veux dire, donc c'est pas une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure de pouvoir d'achat des gens qui travaillent. Vous avez parlé des crèches, et ça c'est important. Quand on fait une loi sur les crèches, moi je disais une loi sur les crèches, ça doit être dans un projet de loi sur la petite enfance, sur le développement de l'enfant, réduction des inégalités, etc. Tout ce que vous avez développé. Mais quand la droite parle de crèche, ils le mettent dans la loi plein emploi. C'est-à-dire la crèche n'est que perçue pour que les femmes puissent travailler. C'est très bien, c'est un des points, mais pas seulement. Je reviens du Portugal où ils ont fait les crèches gratuites. Ils ont fait les crèches gratuites en donnant 2 objectifs. Que les femmes qui travaillent puissent avoir leur enfant gardé à la crèche et la lutte contre la pauvreté. Résultat des courses, on privilégie les femmes qui travaillent modestes, pauvres, je dirais, voilà. Et le résultat, c'est qu'ils n'ont pas lutté contre la grande pauvreté.
On peut pas, je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir qu'elle est dans les politiques publiques. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le pointer. Et c'est pareil pour le RSA, hein, avec les 15 heures de travail, ou d'activité, etc. Bien. Mais je pense que c'est une bataille aussi culturelle. Il faut aussi revenir sur des batailles culturelles fortes, hein, et revenir sur certaines qu'on a déjà perdues. Je voudrais revenir sur la puissance de la redistribution que vous avez pointé, que le chercheur a pointé, ou qui peut se dire on dépense un pognon de dingue. C'est vrai que la sécurité sociale, quand on fait les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches de niveau de vie, on est dans un rapport de 1 à 20, hein, c'est quand même... Avec la Sécu, on passe de 1 à 6, donc c'est une puissance redistributive, c'est bien certain. Et si après on met les services publics, c'est-à-dire le non monétaire, c'est-à-dire l'éducation, etc., on redivise par 2. Voilà. Mais, alors on dit la France, c'est ceux qui ont une puissance redistributive la plus puissante, et c'est vrai. Mais, avec le 1 à 20, le 20, c'est un des pays qui a les revenus, les différences, les inégalités de niveau de vie primaire les plus importants. Donc c'est une puissance, je ne dis pas qu'elle va à vide, mais elle rame contre quelque chose, et là on va retrouver, j'en terminerai là-dessus, je n'interviens pas, je rebondis seulement, mais effectivement, on revient sur le fait que la Sécu, elle est basée non pas sur le PIB, mais sur la masse salariale, et que quand le capital de travail se partage différemment, la Sécu... donc il y a du primaire à voir, et bien mener cette bataille en disant oui, ces systèmes sont puissants, mais dans une... Alors on ne parle même pas du patrimoine, on est sur les niveaux de vie et les revenus, d'un système qui est un des plus inégalitaires en Europe. Et donc, redire cela, voilà. Merci Raymond. Monsieur. Oui. Dans l'ensemble des exposés, qui donc ont traité des problèmes d'inégalité, des problèmes de justice fiscale, il y a eu quand même un petit peu un trou noir, si je puis dire. C'est une réflexion sur les paradis fiscaux et les moyens qui représentent quand même des sommes considérables, qui sont presque l'équivalent du trou budgétaire annuel, et des moyens qui pourraient être réellement mis en place pour pallier à cette fuite d'argent. C'est dommage que ça n'ait pas été abordé. Ça sera peut-être le cas à un autre moment. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Et peut-être, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. On va faire un petit tour. Merci beaucoup. Oui, je voudrais revenir sur le sujet effectivement de l'articulation entre pauvreté et emploi et l'évolution un peu des politiques publiques et de l'angle d'attaque pour résoudre la pauvreté. Et effectivement, il faut avoir conscience que sur les dernières années, y compris dans l'administration, il y a une reconfiguration institutionnelle, c'est-à-dire que le sujet de la pauvreté devient un sujet travail-emploi. Et non plus simplement, la pauvreté n'est plus simplement vue comme un problème de cohésion sociale, un problème d'équité. Et ça, c'est notamment visible quand on regarde la réforme de France Travail qui met dans le giron d'administration centrée sur l'emploi des problématiques qui, auparavant, étaient traitées au titre de l'action sociale. Et on voit notamment une tension entre les missions d'insertion sociale que peuvent par exemple porter les conseils départementaux et l'objectif d'insertion professionnelle porté par l'agence France Travail. Et je pense qu'il faut quand même garder en tête effectivement que un des premiers déterminants des inégalités qu'on observe aujourd'hui
après redistribution, ce sont les inégalités avant redistribution, et notamment les inégalités de revenus du travail, et donc en sous-jacent, c'est les inégalités d'accès à l'emploi. Et donc je pense qu'il faut garder en tête effectivement que, de fait, le meilleur moyen pour un citoyen aujourd'hui de sortir de la pauvreté, c'est de retrouver un emploi. Pour autant, la réponse ne doit pas forcément être la réduction de tous les droits ou la conditionnalité de tous les droits au retour à l'emploi. Et c'est d'autant plus visible quand on voit qu'effectivement la pauvreté des travailleurs augmente. Dans la dernière enquête nationale auprès des sans-domicile qui avait été menée par l'INSEE il y a de cela quelques années, on observait que 25% des personnes à la rue avaient un emploi. Et donc il faut garder en tête que effectivement les deux ne vont pas de pair, mais il faut aussi garder en tête le fait que l'emploi reste aujourd'hui le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. Allez-y. Oui, merci d'avoir évoqué de nouveaux droits et devoirs. Enfin, je pense que c'est vraiment fondamental. Enfin, voilà, l'idée, c'est... Teddy Carmonde, ça a été un long combat pour faire reconnaître l'accès aux droits fondamentaux et voilà, et on pensait avoir beaucoup avancé avec la loi de 98 de lutte globale contre les exclusions qui a permis justement de mettre en place le RMI, la CMU et autres. Voilà, donc c'était vraiment, on pensait que c'était passé et aujourd'hui on est sur de vrais reculs en arrière sur ça, justement en conditionnant des droits, ce qui paraissait, je pense, inimaginable à l'époque en fait. Dans l'esprit du RMI, bon, certes, il y a eu tout de suite la discussion, si on donne de l'argent aux gens, il faut qu'ils fassent quand même quelques efforts et on faisait un contrat, mais c'était un contrat qui était plus pensé en termes d'accompagnement social et non pas en termes de contrainte. Et ça fait quand même une grosse différence avec aujourd'hui, c'est une contrainte. Il y a deux combats, je pense, sur le revenu minimum aujourd'hui. C'est d'abord cette conditionnalité qui devient insupportable parce que c'est plus de la conditionnalité, c'est de la contrepartie, c'est-à-dire de demander aux gens du comportement, de se comporter comme on veut. Et puis le fait que ce soit des allocations différentielles. La définition de la pauvreté, c'est, enfin voilà. D'abord, merci parce que vous avez utilisé le mot pauvreté à cette table ronde et ça fait du bien parce qu'aujourd'hui, ça devient un mot imprononçable. Aujourd'hui, on parle des gens précaires, des modestes ou des vulnérables ou des fragiles, mais on parle plus des pauvres. Et merci parce que voilà, on a entendu beaucoup le mot pauvre et ça fait du bien. C'est pas un gros mot, c'est une situation et il y a une définition à cette situation. Et justement, un précaire, c'est quelqu'un qui a une insécurité par rapport au travail, une insécurité par rapport au logement, mais qui a des ressources, qui a encore du tissu social, qui a encore des sécurités auxquelles il peut se raccrocher pour tenir le coup. Voilà, ça c'est un précaire. Quelqu'un de pauvre, de très pauvre, parce que nous on distingue bien la grande pauvreté, c'est quand on est en insécurité sur plein de plans. On a une insécurité par rapport au logement, par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à l'alimentation. Et du coup, on perd son pouvoir d'agir. Parce que si on essaye de rattraper d'un côté, ça se recasse la figure de l'autre, etc. Et en fait, on n'a plus accès à ces droits, on devient complètement dépendant des décisions des autres. Et comment on redonne du pouvoir d'agir? Et quand on fait un RSA qui est de plus en plus différentiel, c'est-à-dire en fait tout autre revenu est déduit du RSA, y compris les dons familiaux jusqu'à récemment, parce qu'aujourd'hui on a changé, pas pour des raisons, pas pour soulager le fait que les pauvres, ça leur crée des insécurités complémentaires, mais juste pour une raison, parce que comme on veut faire la solidarité à la source, il faut reprendre que les choses qui sont automatisables, et ça c'est difficile à automatiser, de rentrer des dons familiaux dans des ressources, donc du coup on va peut-être abandonner ça, mais c'est pas encore fait. Voilà, donc aujourd'hui, si la grand-mère d'un petit lui donne 20 € d'argent de poche, c'est déduit 3 mois après du revenu des parents. Voilà, c'est ça le RSA et tout produit. Et du coup, on ne sait jamais ce qu'on va gagner, etc. Donc, il y a le droit des moyens convenables d'existence, il existe dans la Constitution. C'est un droit fondamental. C'est ça qui peut redonner de la liberté d'agir aux gens. Parce que pour l'alimentation, il faut arrêter. Là, on est en train de développer l'aide alimentaire à tout va, mais c'est pas la solution. C'est exactement l'inverse du pouvoir d'agir des gens, et c'est de l'humiliation complémentaire. En fait, on est dans une société qui humilie de plus en plus les pauvres. C'est insupportable. Il y a
voilà, une société, une société digne, c'est une société dont les institutions n'humilient personne. Voilà, ça c'est un philosophe israélien qui avait écrit un bouquin sur ça. Enfin, je pense que c'est fondamental et ça doit être un des objectifs. Voilà, une société dont les institutions n'humilient personne. Et aujourd'hui, on est dans l'humiliation. Juste pour voir la situation d'aujourd'hui, hier soir, on avait un conseil d'administration d'ATD Quart Monde et on a Nadège, qui est au RSA dans notre conseil d'administration. Et elle explique qu'elle était aide-soignante au travail, elle s'est usé les épaules, etc. Elle ne peut plus travailler, elle a été licenciée pour invalidité. Aujourd'hui, elle doit aller à Pôle emploi. Elle a 4 enfants. C'est une femme de une quarantaine d'années, 4 enfants, dont un handicapé qui a besoin régulièrement de soins médicaux. Elle va voir la conseillère France Travail. Elle lui dit qu'elle aimerait bien faire une reconversion professionnelle comme secrétaire médicale. Elle a un niveau bac, voilà. Enfin, et on lui propose une formation à 2h30 de chez elle en transport en commun. Voilà, ce qui est un peu impossible pour elle. Donc elle renonce. Et après, on lui demande de faire 15 heures d'activité contre son RSA. Donc elle négocie en disant qu'elle a un enfant handicapé, que ça va pas aller, etc. Donc 5 heures. Voilà, on lui dit 5 heures. Alors, 5 heures, elle dit, de toute façon, il faut surtout que je prouve que je cherche de l'emploi. Alors, elle dit, je fais défiler parce qu'il regarde combien de temps on est accroché sur la borne plein emploi. Et donc, elle fait défiler régulièrement dans la journée des postes d'emploi. Elle regarde des trucs de peintre et tout ça. Ça ne l'intéresse pas du tout, mais comme ça, elle fait ses 5 heures de recherche d'emploi. Voilà, donc c'est aberrant. Et là, elle dit, pour arrêter d'être embêtée par France Travail et par mon conseiller, finalement, j'ai accepté un job. Ça ne me plaît pas du tout, mais j'ai accepté. Je prends un job à mi-temps où ça l'empêchera pas de sortir du RSA et compagnie, en fait. Elle va toujours être soumise aux mêmes conditions et aux mêmes conditions d'insécurité et d'instabilité de revenus. Donc, elle va être, pour faire traverser, vous savez, les enfants à la sortie de l'école, 3 fois par jour. Voilà. Donc, c'est ça le boulot qu'elle a accepté, mais c'est sa façon et c'est là où on crée aussi des emplois très précaires, pas du tout choisis, et en plus qui vont pas durer longtemps et qui vont remettre les gens dans des insécurités, etc. Voilà. Et en effet, aujourd'hui, on ne parle plus en termes de cohésion sociale. Peut-être qu'il y a un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué non plus, c'est le rôle des collectivités et la place du budget, des collectivités. Je pense que c'est un budget un peu à part. Moi, je ne suis pas spécialiste du budget. Mais par contre, tout le domaine social est aux mains aujourd'hui beaucoup des collectivités, normalement avec des contrats avec l'État qui n'honorent pas tout à fait ses obligations. Et du coup, ça rend quand même compliqué et ça crée beaucoup d'inégalités sur notre territoire suivant justement les volontés politiques locales, etc. Et donc, il y a sans doute aussi à avancer beaucoup sur ce côté-là pour comment on consolide des obligations nationales pour avoir un accès aux droits universels, y compris quand les politiques sont gérées par les collectivités, et avoir un minimum quand même d'accès aux droits universels, quel que soit le département. Merci. C'est vrai que les collectivités, c'est évidemment un sujet qu'on suit beaucoup ici au Sénat, et il y a une vraie bataille entre les élus locaux et Bercy, ou en tout cas les ministres qui défilent ici, sur le poids que fait peser la baisse de certaines politiques publiques au niveau de l'État, qui se répercute ensuite par la baisse de certains dispositifs au niveau des collectivités. Ça concerne évidemment le mouvement associatif, et ça concerne aussi toutes les politiques de lutte contre la pauvreté parfois. On connaît la difficulté dans laquelle sont les départements, par exemple, qui ont l'action sociale comme compétence principale, et on en a beaucoup parlé l'année dernière, évidemment au moment du budget. Il y avait l'année dernière plus de la moitié des départements qui étaient quasiment en dépôt de bilan en termes de financement. Donc, et je crois que c'est aujourd'hui encore plus, puisqu'ils n'ont plus d'épargne brute, plus rien. Et c'est évidemment les départements qui sont pilotes, en tout cas, des politiques sociales. Et donc, on est vraiment dans une période très compliquée aussi pour les collectivités. Mais je peux vous renvoyer à mon rapport que j'ai rendu au mois de juin sur la libre administration des collectivités et les politiques fiscales. Peut-être la CGT en commentaire. Oui, alors évidemment, on n'a pas eu le temps de parler de tout dans le détail, mais la question de l'optimisation fiscale, je l'ai un tout petit peu abordée en citant le fait que des entreprises ont mis leur siège officiellement au Luxembourg, donc pas seul, c'est pas aux Bahamas ou autre, c'est vraiment à 2 heures de Paris et à quelques kilomètres de là où les profits ont été faits. Donc évidemment, il faudra détailler sur mais cette question de l'optimisation fiscale, elle est absolument essentielle. On le voit par exemple avec le fait qu'y compris en Europe, certains pays ont joué à
à l'optimisation, et c'est pour ça que le siège de très grosses entreprises, y compris de GAFAM, est en Irlande, et en gros dans une concurrence fiscale entre pays de l'Union européenne, sans parler des paradis fiscaux qu'il y a à l'intérieur même de l'Europe. Donc ça mériterait des développements, mais je ne vais pas pouvoir faire plus long. Il y a des meilleurs spécialistes que moi sur le sujet. Bon, ça, la loi plein emploi, je pense qu'il ne faut pas arrêter de raconter la supercherie que constitue cette histoire de loi plein emploi. D'abord, le plein emploi, c'est parti sur l'idée que le plein emploi serait à 5% à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui est faux, il est en train de remonter à 8%, mais un plein emploi au sens du taux de chômage, au sens du BIT, qui exclut du taux d'emploi toute personne qui a travaillé 1 heure. On n'est pas donc le véritable chiffre. Déjà, il y a déjà un premier chiffre qui n'est pas le véritable puisqu'il y a tout le chômage derrière. C'est le nombre d'inscrits à France Travail et maintenant auparavant à France Travail, Pôle Emploi et maintenant à France Travail, qui n'est jamais descendu en dessous de 6 millions de personnes. Il a tutoyé les 6 millions, il n'a jamais descendu en dessous des 6 millions au total des catégories. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, la qualité de l'emploi. On n'a pas de statistiques, on est obligé de les reconstituer à partir des éléments pour savoir quelle est la situation de l'ensemble des actifs. Sont-ils, en incluant les étudiants qui travaillent pour beaucoup, et jusqu'à la retraite, qui est en CDI, qui est en CDI à temps partiel, généralement subi et très largement par des femmes. Là-dessus, c'est aussi une des propositions qu'on porte. Et après la bataille sur la retraite, il avait été promis qu'on allait regarder cette question-là. On a eu une conférence sociale, un rapport de l'IGAS, et puis on a un patronat et un gouvernement qui continuent à dire qu'il faudra encore flexibiliser, donc faire des contrats encore plus précaires, y compris des CDI. Donc c'est un sujet, évidemment, des CDD, et on en a un paquet avec des missions d'intérim qui maintenant sont de l'ordre de quelques jours en moyenne. Donc une fragmentation, après avoir développé la précarité, on a plutôt une précarisation dans la précarité qui se traduit par différents éléments. Donc il faudrait déjà commencer par avoir une discussion sur les contrats courts, sur les contrats précaires, et qu'on puisse l'encadrer de façon à avancer là-dessus. J'esquisse des pistes, puisqu'elles ont déjà parfois été discutées ici, mais pour aller sur des propositions, puisque rien n'est inéluctable, ce sont des choix politiques. Je n'ai pas le temps de développer sur les questions de collectivité, mais j'ai pas parlé des services publics tout à l'heure, et évidemment c'est un aspect essentiel de nos revendications qu'on peut partager avec beaucoup d'autres ici, mais le PLF et le PLFSS annoncent une baisse du train de vie de l'État, donc en fait de tailler dans les services publics pour 5 milliards. Comme en plus certains on est déjà annoncé ou il est déjà programmé qu'on monte le budget de la défense, ça veut dire combien de milliards en moins pour l'éducation, l'hôpital, la culture, toutes les politiques, la jeunesse et les sports. On a bien vu que la promesse après les JO est absolument pas tenue d'aller sur ce point-là. Et on a déjà un service public, un hôpital par exemple, qui est dans un état lamentable. On parle souvent des urgences, mais on parle moins souvent de l'état de la psychiatrie qui est en déshérence et avec du coup des souffrances qui sont encore plus grandes pour un certain nombre de personnes en situation de pauvreté. Et puis, dernier point, il y a un gros sujet sur ce qui devrait être un service public de la petite enfance et un service public de la perte d'autonomie. Or, il faudrait peut-être commencer, et on pourrait peut-être travailler à des propositions de loi pour virer tous les lucratifs qui sont dans ce domaine-là. Voilà, on est déjà d'accord, mais tous ces maisons bleues, crèches People and Baby, qui en plus ont produit un tel niveau de maltraitance pour leurs salariés que ça se répercute sur la santé, même la vie de certains enfants, avec des fausses prescriptions médicales. Un rapport IGAS vient de sortir sur Maison Bleue. Et puis sur les EHPAD, on a eu le scandale Orpea, il a changé de nom, mais le scandale est toujours là. Donc ça, c'est évidemment ces sujets-là qu'il faut avancer. Il faut des services publics correctement dotés, bien évidemment, parce que sinon on aura de la maltraitance dans le service public. On en a déjà parfois à un certain niveau, mais enfin, déjà si on si on récupérait l'argent qui sert à alimenter les vrais assistés que sont les actionnaires de ces entreprises, on aurait beaucoup de marge pour les services publics. Vous êtes un expert en transition, puisque c'est le sujet de la financiarisation de la santé, de la table ronde suivante. Mais je vais quand même laisser la parole pour conclure, peut-être.
à Delphine Rouillot. Conclure pas du tout. En fait, je vais juste réagir sur un point sur la question des collectivités locales, parce qu'effectivement, en fait, quand on parle de politique sociale, on parle de l'action sociale des départements et des communes, que les communes ont désormais récupéré une compétence au 1er janvier, vous le savez, 2025, sur justement le service d'accueil du petit enfant, je ne sais plus très bien comment ça s'appelle, sans moyens, sans contenu, et donc ça les place dans un désarroi un peu fort. Et là, on est en train de travailler à une réflexion sur le plaidoyer pour les élections municipales, et on est bien embarrassé avec cette question-là, parce qu'effectivement, c'est très compliqué de demander de renvoyer les collectivités locales à leurs responsabilités quand elles ont très peu de maîtrise sur leurs propres ressources et qu'elles subissent de plus en plus de contraintes et de réductions budgétaires. Donc voilà, simplement pour vous dire que nous, les réflexions qu'on a, si je prends la seule question de l'aide sociale à l'enfance ou la question évidemment du pilotage des minima du RSA, grosso modo par les départements, c'est de travailler à des questions d'harmonisation. C'est-à-dire, on rentre pas pour l'instant dans les débats recentralisation, etc., parce que c'est des sujets qui, comportent du plus et du moins, on va dire, que je n'arrive pas, moi, en tout cas, je suis pas en tout cas capable aujourd'hui d'être absolument convaincu de la bonne solution. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des inégalités extrêmement puissantes entre départements, et que dans le champ de l'aide sociale à l'enfance, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où l'on va être envoyé ou pris en charge, on a des chances de s'en sortir, ou on est à peu près sûr de terminer dans des hôtels dégueulasses, quoi. Donc voilà, simplement vous dire qu'on est très conscient de ça, et qu'effectivement se battre aussi pour que les collectivités locales ne subissent pas une baisse de budget trop importante, c'est important, mais que ça ne dit rien de la manière dont elles décideront d'employer ce budget. Donc on a un petit sujet quand même d'harmonisation et d'encadrement de la manière dont ces budgets sont employés entre compétences obligatoires et pas obligatoires. Merci. Et libre administration des collectivités. Évidemment. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les quatre pour cette table ronde. Merci beaucoup. On a pu évoquer la pauvreté, et évidemment, c'était important pour nous, et on continuera les travaux, évidemment, en vue de ce PLF et de ce PLFSS. On va continuer avec une table ronde. Je vais te laisser la place, Ghislaine, pour animer cette table ronde. Je vous remercie.